Makutano 8, infiniment territoire. 145 raisons de parler de la RDC. 24 et 27 octobre à Kinshasa et Mbuji-Mayi. Ouverture en direct sur Top Congo lundi 24 octobre avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Clôture avec invité exceptionnel à Mbuji-Mayi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Makutano 8, 24 et 27 octobre. Nouvelle date. En direct intégral de Kinshasa sur Top Congo FM. Le Makutano 8 le jeudi 27 octobre en direct intégral de Mbuji-Mayi sur HD Top Congo FM. Bonjour à tous et bonne soirée. Ça sent déjà la fatigue, mais quand c'est pour des bonnes choses, il y a de quoi être là. J'ai le plaisir et le privilège de pouvoir modérer un débat, un troisième débat, qui traite des questions d'infrastructure. Nous allons voir comment désenclaver les territoires. Et pour parler de cette question, il y a plusieurs panélistes que je vais inviter un à un à pouvoir monter. J'invite pour ce faire Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire à pouvoir rejoindre le podium. Sous vos applaudissements, bien sûr. J'invite par la suite Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux Publics à pouvoir aussi nous rejoindre. Monsieur le ministre, sous vos applaudissements une fois de plus. J'invite par la suite Monsieur le ministre du Développement rural, Monsieur le ministre du Développement rural, s'il est avec nous dans la salle, à pouvoir aussi nous rejoindre. Ok, j'invite aussi Monsieur Philippe Eponon, qui est fondateur et PDG de la Route africaine, à pouvoir monter sur la salle, sur la scène. Sous vos applaudissements. J'invite aussi Monsieur Chérif Nazmi, welcome with us, qui est CEO des Samkret Projets. Ils font les projets Mbuji-Mayi-Kananga, la route nationale numéro 1. Voilà. Merci d'être avec nous, chers panélistes. Rapidement, vu que le temps n'est pas le nôtre, je vais adresser une question à chaque intervenant et tour à tour, vous allez répondre. Après, on passera la parole à la salle. Mais si vous voulez bien vous présenter lorsque vous répondrez, c'est aussi votre droit. Donc, je commence par le ministre de l'Aménagement du Territoire. Il a été merci. Il y a d'autres panélistes aussi qui avaient été omis sur la liste que j'avais. Donc, j'invite aussi l'ambassadeur de la France en RDC, M. Bruno Aubert, à pouvoir aussi monter sur la scène. Avec toutes nos excuses, bien sûr, sous vos applaudissements. Pour répondre encore, j'ai appelé M. Philippe Eponon, s'il est dans la salle. Il est déjà là. Ah, merci beaucoup. Et Chérif qui est aussi déjà là.
Monsieur le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, la question qui me vient à l'esprit, c'est que nous reconnaissons que le pays dispose depuis un certain temps de la politique nationale d'aménagement du territoire. Ensuite, on a vu qu'il s'est créé tour à tour ce qu'on appelle l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ANAT, et puis le Fonds national d'aménagement du territoire, ce qui est une bonne chose et une dynamique appréciable. Néanmoins, pour beaucoup de professionnels du métier et des experts, ils considèrent que le programme 145 territoires dont on parle aurait été mieux ficelé s'il avait pu jouir d'un grand outil qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire, qui est un outil qui permet en fait de réduire les disparités spatiales, mais aussi toutes les inégalités territoriales. Que répondriez-vous à cette préoccupation? Merci pour la question. D'abord, je remercie Madame Nicole Soulou, la fondatrice de GEMAC. Moi-même, je fais partie du réseau Makutano avant de rejoindre le gouvernement de la République. Évidemment, je répondais par oui et non, en ce sens que nous sommes lancés, donc le pays s'est lancé dans ce processus de la réforme de l'aménagement du territoire depuis 2015, et ce processus de la réforme de l'aménagement devait aboutir à la livraison de 4 outils extrêmement importants, dont le premier, vous avez parlé de la PNAT, donc la politique nationale d'aménagement du territoire, qui a été adoptée depuis le juillet 2020, qui a fait l'objet de la vulgarisation. Ensuite, il y a les schémas, évidemment, les SNAT, qui n'est rien d'autre qu'un master plan qui permet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, de donner une orientation gouvernementale sur la manière dont il faut faire disposer sur l'ensemble du territoire national les personnes, les activités ainsi que les infrastructures comme on l'entend, conformément à la vision. Il est vrai que le PDL 145 territoires n'est pas un premier programme. Il y en a eu avant dans notre pays, mais cela peut se faire concomitamment, parce que le processus de la réforme de l'aménagement du territoire, au-delà des efforts du gouvernement, bénéficie d'un apport, d'un soutien du programme CAFI, qui est l'initiative de protection des forêts de l'Afrique centrale. Et nous avons comme agence d'exécution qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Il est vrai que la dernière lettre d'intention qui a été signée en marge du sommet de Glasgow, de COP26, c'est ça notre plaidoyer pour que, au-delà des efforts du gouvernement, pour que nous puissions doter le pays de ce schéma national d'aménagement du territoire. Il y a un certain nombre d'audits qui doivent être effectués, notamment l'audit de potentialité forestière et l'audit de potentialité agricole. Ces deux études ne sont pas encore disponibles, malgré l'appel d'offres qui a été lancé. Il y a un cabinet international qui a été retenu par PNUD. Je suis content d'ailleurs parce que M. Dominique est ici présent. Et donc, s'il y a un retard, ce n'est pas le ministère de l'aménagement du territoire, mais tous les experts qui ont été consultés. Donc, ce qui m'amène à répondre directement à votre question, que malgré qu'il y a ce programme de PDL 145 territoires, concomitamment à cela, et je suis d'accord qu'il faut que nous puissions finaliser le processus de la réforme d'aménagement du territoire, parce que les SNAT, mais il n'y a pas que les SNAT, il y a aussi ce qu'on appelle le guide méthodologique, que j'ai personnellement présidé l'atelier de validation, parce que ceux qui sont concernés par l'implémentation du programme de 145 territoires, ce n'est pas forcément les SNAT, les schémas nationaux. Il y a ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement du territoire et les plans locaux d'aménagement du territoire. Ces plans sont élaborés sur base de guides méthodologiques, qui est un autre livrable qui dépend de la mise en œuvre de la réforme d'aménagement du territoire. Donc, concomitamment, le gouvernement de la République est en train d'œuvrer pour que nous puissions doter le pays de ces outils extrêmement importants de planification spatiale qui doit aller de pair pour une bonne maîtrise et pour une meilleure compréhension de ce programme qui est très très important pour le développement de notre pays. Merci, Monsieur le ministre d'État. Rapidement, je vais aussi m'adresser maintenant au ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Il s'agit bien de votre secteur, on parle d'infrastructures, désenclaver les territoires. On est aussi là encore dans le vaste programme des 145 territoires où certainement votre ministère a un rôle clé puisqu'il s'agit des routes, il s'agit des bâtiments, il s'agit des écoles, des hôpitaux et j'en passe qui doivent être construits. Mais il y a un bémol. Pour nombreux qui ont eu à analyser le PDL, on considère
que les territoires ont été considérés, chaque territoire a été considéré comme un tout, et pourtant nous avons besoin que ces territoires soient interconnectés. On a parlé de 10 millions par territoire. Qu'est-ce qui arrive à certains grands projets qui auraient été fédérateurs, qui n'ont pas un intérêt que local, mais qui peuvent avoir un intérêt provincial, voire même national? Je donne un exemple. Peut-être que dans le cas de ce programme, il aurait été mieux de créer, pas de créer, ou disons de réhabiliter ou de construire une route qui relie 3 territoires et permet une fluidité des marchandises, des personnes et de leurs biens. Mais comment, dans le cadre de ce programme, un projet comme ça serait possible? Que leur dites-vous? Que effectivement le PDL 145 territoires ne tient pas compte de l'interconnectivité de nos territoires qui conduirait exactement au désenclavement de ces territoires. Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Inquiétude fondée, je vous le reconnais. Mais je voudrais, avant de m'appesantir sur votre question, commencer par saluer l'initiative de Madame Nicole Soulou, en tant que fondatrice de ce forum, mais aussi toute l'organisation qui nous permet de nous réunir ici dans ce cadre. Je salue particulièrement cette initiative aujourd'hui parce que je trouve qu'elle tombe bien à propos par rapport à cette politique ou ces programmes publics qui sont mis en œuvre actuellement sous la vision, pour matérialiser la vision du chef de l'État. Et je voudrais dire que ce forum vient comme un complément parce que au-delà des politiques publiques, il faut qu'il y ait une appropriation, il faut qu'il y ait une continuité, une pérennisation de ces politiques publiques dans la mesure où, sans les opérateurs économiques, les investisseurs, pour accompagner ce programme, finalement, dans 2 ans, 3 ans, ce PDL 145 territoires dont on parle aujourd'hui ne sera qu'un rêve, comment dirais-je, un moment de rêve, je veux dire. Donc il faut absolument cette pérennisation, cette appropriation des opérateurs économiques, des investisseurs, pour que cette aventure du PDL 145 soit véritablement un élément qui va modifier, qui va changer en profondeur le développement de nos 145 territoires. Je tenais vraiment à le dire et bravo pour cela. Alors, pour répondre à votre inquiétude, qui est une inquiétude fondée, vous dites oui, le PDL 145 territoires, c'est bien. Nous investissons dans les infrastructures de base au niveau de chaque territoire, mais quid de l'interconnectivité entre les différents territoires afin que, effectivement, cet investissement soit, comme je le disais, puisse être impacté véritablement ces populations. Alors, il faut préciser une chose d'emblée, c'est que si le PDL 145 territoires est un des programmes phares du gouvernement, il n'occulte pas les autres programmes du gouvernement qui sont des programmes sectoriels. Chaque ministère, et en particulier le ministère des Infrastructures, a la charge de mettre en œuvre les missions qui sont les siennes. Et dans notre cas, par exemple, nous nous assurons de la conception, de la modernisation, de l'entretien, de la maintenance de toutes les infrastructures de transport, puisque nous parlons de routes, mais il n'y a pas que ces infrastructures-là, bien sûr, tout ce qui est, et les autres types d'infrastructures, mais nous allons peut-être nous focaliser aujourd'hui sur les infrastructures de transport, en particulier les routes, parce que quand on parle d'interconnectivité aujourd'hui, ce sont les routes que l'on vise. Donc je disais qu'à côté de ce programme PDL 145 territoires, il y a le programme du ministère des Infrastructures qui vise la réhabilitation de toutes les infrastructures routières sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais peut-être, pour que les gens puissent bien, l'auditoire puisse bien comprendre quelle est la situation au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faudrait peut-être présenter un petit état des lieux des infrastructures routières aujourd'hui. Le réseau routier d'intérêt général, qu'on appelle
disons en sigle RRIG, en République démocratique du Congo, c'est à peu près 58 129 km qu'il faut maintenir en état pour que nous puissions assurer cette connectivité interne et externe. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Interne, parce que ces 58 129 permettent de connecter tous les chefs-lieux de province, les chefs-lieux de territoire, en premier lieu, mais aussi de permettre également l'interconnectivité extérieure, parce qu'il faut bien que le Congo ne peut pas vivre en vase clos. Il nous faut des débouchés vers les grands corridors africains, mais aussi s'assurer de la connectivité entre les centres de production et les centres de consommation. C'est un peu sur base de ces critères-là que ce tracé a été fait de 58 129 km. Au jour d'aujourd'hui, garder en état 58 129 km implique bien sûr un budget immense. C'est pourquoi nous avons dégagé ce que nous avons appelé un réseau prioritaire d'à peu près 30 000. Et ce réseau prioritaire est en adéquation avec l'inquiétude que vous avez de dire est-ce que ces territoires seront interconnectés? Oui, ils seront interconnectés au travers de ce programme du ministère, qui est le programme qui permet de maintenir ce réseau routier d'ensemble, le RRIG, comme je le disais tout à l'heure, qui prend en charge tous les territoires de notre pays, qui prend en charge l'interconnectivité vers l'extérieur, mais également justement cette liaison entre les centres de production et les centres de consommation. Donc, nous y avons pensé et nous avons arrimé le PDL 145 territoires au programme de réhabilitation de notre réseau routier dans son ensemble. Donc, il y a une adéquation entre les deux, qui fait qu'aujourd'hui, une fois que le tracé des routes de desserte agricole qui sont définies dans le PDL 145 territoires auront des terminaisons systématiques pour les connecter au programme routier d'ensemble. Donc il y a une adéquation véritable et une cohérence entre le PDL 145 et le programme du ministère des Infrastructures dans le secteur des infrastructures routières. Merci. Merci. Je vais m'adresser maintenant à l'ambassadeur de la France. L'histoire de notre pays renseigne qu'il y a eu un autre grand projet entre 1949 et 1959. On l'appelait d'ailleurs, c'était les grands projets de développement, disons, du Congo. Là, c'était sous la houlette de la Belgique, bien sûr. Et nous devons à ce vaste programme de développement la plupart d'infrastructures routières, des hôpitaux comme les Fomilac qui sont disséminés à travers le pays. Est-ce que la France, en tant que partenaire au développement de la RDC, continue à avoir aussi à l'esprit ces soucis d'aider le pays, la RDC, à pouvoir relever le défi qui est de se développer, pas que, disons, de son développement, pas que dans les milieux urbains, mais aussi ce développement à la base, même les milieux ruraux. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très honoré de participer à cette réunion. C'est un honneur pour moi. Je remercie les organisateurs de Makutano, Madame Nicole Soulou, d'avoir pensé à moi. En même temps, je suis un peu embarrassé parce que je me demande un peu pourquoi je suis là et quelle est ma légitimité à parler de ces questions, de ces questions très techniques. Je fais le crédit à mes amis d'avoir considéré que je suis un observateur attentif et bienveillant, bien que très ignorant des réalités de la RDC. Et puis qu'on me fait crédit en tant que Français, que peut-être je peux donner quelques aperçus sur l'expérience française en la matière. Donc moi j'étais très intéressé par ce que j'ai entendu. Alors je peux vous répondre tout de suite. Oui, nous sommes intéressés par la dimension territoriale et pas simplement urbaine. C'est au cœur de l'expérience française
Et je dirais même que pour ceux qui me connaissent un peu ici, c'est un de mes axes d'argumentaire habituels. Je pense que nous devons absolument, dans un pays de la taille de la RDC, un pays continent, avoir une approche continentale. Ce qui me mène à parler un peu de géographie, car là j'étais heureux d'entendre parler des 145 territoires, je vois qu'il y a une approche vraiment territoriale et géographique, mais souvent on entend peu parler de cette évidence qu'est la géographie de la RDC, pays immense, mais en fait qui est curieusement, la carte montre que le pays est structuré par le fleuve, le bassin fluvial du Congo, donc il semble être structurant, et en vérité il n'est pas structurant du tout. D'une certaine manière, les centres réels du pays, là où se trouve la densité et les principales activités économiques, sont plutôt sur les bords du pays. Kinshasa, le sud-est minier, l'est, et en quelque sorte, le centre est finalement plutôt marginalisé, le centre géographique. J'entends dire de Kisangani, qui est la ville la plus centrale du pays, qu'elle est la belle endormie. Je parle sous le contrôle de vous tous parce que je ne suis pas allé et je ne sais pas si c'est vrai. Mais je constate là une espèce de paradoxe qui me fait penser qu'effectivement, il y a là un paradoxe profond à parler d'aménagement du territoire. Enfin, ce n'est pas un paradoxe, c'est que chaque pays a sa spécificité géographique et ses contraintes propres. Et ici, en RDC, elles sont considérables. En fait, vous avez des habitants partout, mais avec une densité très variable. Je comprends que les densités les plus fortes sont à l'est, dans le sud-est, autour de Kinshasa, beaucoup moins fortes dans le centre. Pour autant, il y a des habitants dans le centre aussi. Et donc la question du désenclavement, elle se pose pour les populations d'abord. Ce n'est pas uniquement une question de technique, de mise en œuvre d'infrastructures et de désenclaver des bassins de richesse. Je crois que l'important, c'est aussi, me semble-t-il, de mettre au premier plan le capital humain et de donner des opportunités aux gens, et donc de penser aux modalités de désenclaver, y compris jusqu'au plus petit village au fond du pays, enfin dans les profondeurs du pays. Et nous voyons que les profondeurs du pays, ce serait intéressant par ce regard géographique de bien les définir. Donc là, c'est une question que je pose, en quelque sorte. Comment intègre-t-on la spécificité géographique du pays dans les 145 territoires, qui me semble être une approche de ce que j'entends dire, je ne suis pas un spécialiste, mais extrêmement positive au sens où elle met les territoires au premier plan de la préoccupation des autorités politiques, elle en fait un projet politique majeur. Sur le plan de 49-59, dont j'ai entendu parler, qui effectivement avait le mérite de tracer des routes de desserte agricole, créer des hôpitaux, des écoles de district, etc., donc qui, en quelque sorte, mettait les populations au contact de services. La question que je me pose, parce que j'ai compris en arrivant à ce pays que ce pays avait vécu des moments difficiles, et qu'un certain nombre d'infrastructures qui avaient été lancées et créées à l'époque se sont effondrées depuis. Donc ma question, c'est un peu qu'est-ce qui reste de ce plan de 49-59 ? Est-ce qu'il marque encore, dans quelle mesure il marque encore vraiment l'espace, et dans quelle mesure les efforts actuels, notamment à travers les 145 territoires, reprennent même tardivement, des décennies après, cet héritage-là. La question que je pourrais poser aussi, est-ce qu'on est dans une logique également de réduction des disparités ? Toutes les approches d'aménagement du territoire posent cette question de réduction des disparités entre régions. Dans tous les pays qui se posent ce genre de questions, c'est pour traiter un déséquilibre. Donc aujourd'hui, quelle est la nature du déséquilibre en RDC ? Est-ce que c'est un déséquilibre entre les périphéries plus riches que j'ai indiqué tout à l'heure et le centre ? Est-ce que c'est un équilibre entre le centre, les centres, Lubumbashi, Kinshasa ou d'autres, et les zones moins desservies ? Ce serait intéressant aussi d'affiner le sujet. Et là, j'avoue que je n'ai pas de réponse précise. Je reviens sur ce que je disais sur les populations. Je pense que la problématique du désenclavement des territoires doit être une problématique, comme je le disais, non seulement par rapport au bassin de richesse, au sens du potentiel minier, agricole, etc., mais des populations. Quand on parle de développement agricole, là, on parle plus sûrement de populations. Ce sont les populations qui sont traditionnellement installées dans un territoire, qui développent les cultures vivrières et qui peuvent aussi développer des cultures pour les bassins urbains qui sont à proximité. Et puisque nous parlions d'infrastructures, moi je me permets, je ne voudrais surtout pas apparaître comme un donneur de leçons, mais je vous fais part simplement d'une réflexion qui me vient à l'esprit, à la lumière de l'expérience de mon pays, c'est que les grandes problématiques d'aménagement du territoire
et donc de création d'infrastructures, surtout de routes, trains, etc., pôles de compétences, ont été dictés en fonction de certains paramètres importants. Paramètres de sécurité, d'éducation, la santé, ça va de la santé évidemment, mais également l'accès des populations, y compris celles qui sont les plus enclavées, aux services et à des possibilités de formation, d'émancipation, d'emploi. Et également les grandes tentatives que nous avons eues chez nous et qui ont marqué à certains moments l'histoire de la République française, c'est qu'il y avait une grande vision. Et donc je voudrais vous dire quelques mots à ce sujet rapidement pour essayer de croiser avec les interlocuteurs et le public ce que nous pouvons dire. Soyez ici. aussi les plus brefs et précis vu que le temps nous est imparti. Ah mais vous savez, j'ai attendu 2h30, donc maintenant que j'ai le droit de parole, je l'utilise. Non, en deux mots, et je ne vais pas vous raconter l'histoire de la France, mais dans les moments qui ont été des moments à succès de l'histoire de la République française, il y a quelques figures qui sont détachées. Mais vous avez la figure du gendarme. Le gendarme, qu'est-ce que c'est? C'est la gendarmerie. C'est une force de sécurité intérieure, n'est-ce pas, qui assure la sécurité aux populations, y compris dans les profondeurs du territoire. Je crois qu'il y a là un vrai sujet. On ne peut pas parler aménagement du territoire, désenclavement des populations, sans parler de la sécurité des populations. Et là, l'expérience française de la gendarmerie, comme les carabinieri italiens, comme etc., est fondamentale. C'est le continuum entre la sécurité et la défense. Et là, on n'est pas dans le concept de police urbaine. Police, comme son nom l'indique, police, la cité en grec, a une conception centrée sur l'urbain. La gendarmerie, c'est ce réseau d'éléments de sécurité qui inspire la confiance de la population et qui sont près des populations. Je pense que c'est important et que c'est peut-être dans un pays immense, c'est un défi. Et c'est un élément certainement manquant. Donc je le soumets à l'appréciation. Deuxième figure, c'est l'instituteur, qui est une figure classique de la République française. C'est l'homme qui dirige une école et puis qui apprend non seulement à l'esprit républicain, mais à lire, à compter l'histoire aux enfants, y compris dans les territoires les plus reculés. Et donc là, ça a fait l'objet effectivement de politiques. C'est une clé du désenclavement. Il ne sert à rien, en quelque sorte, d'avoir des routes, des autoroutes, si vous n'avez pas ces services qui inspirent la vision d'ensemble. En fait, je vous parlerai de ce qu'on appelle en France l'ardente obligation. Qu'est-ce que c'est l'ardente obligation? Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu en France la reconstruction, le plan, et on a lancé aussi une grande politique d'aménagement du territoire. Et le général de Gaulle disait, c'est une ardente obligation à l'égard des territoires, des populations. On parlait à cette époque du désert français. Beaucoup de gens des campagnes, c'était l'exode rural, allaient vers les villes. L'ardente obligation, telle que l'a formulée le général de Gaulle à l'époque, et il a nommé de très hauts fonctionnaires à la tête de la délégation de l'aménagement du territoire, ça signifiait que nous avions une vision d'ensemble. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais ça fonctionnait à certains moments et ça a permis de rééquilibrer le territoire. Et je vois que dans la vision des 145 territoires, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Le président Tshisekedi porte cette vision. Je pense que c'est très important, très positif, que la vision, l'approche territoriale soit au cœur de l'action réformatrice des pouvoirs publics. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais évidemment laisser parler merci. Et la salle. Merci. Rapidement, je vais poser une dernière question à Chérif. Monsieur Chérif, dont l'entreprise travaille sur la route nationale numéro 1 entre Mbujimayi et Kananga. Je voudrais qu'il nous dise, dans ce pays où, en dépit des efforts consentis pour l'amélioration du climat des affaires, on dit qu'il n'est pas facile d'entreprendre au Congo. Et vous, certainement vous êtes un étranger, vous avez gagné un marché. Pouvez-vous nous rassurer que la traçabilité et la transparence étaient au rendez-vous? Et quel rapport entretenez-vous avec le gouvernement congolais et comment les projets se réalisent actuellement, qui est un projet fédérateur en principe et qui désenclave les territoires du centre? Thank you very much for having me in DRC with you. I'm happy to be part of Mokatano this year. Let me tell you quickly where do we come from and what we are doing here in DRC. I come from a private sector background
So Samcrete is a private group that works in Egypt since 60 years now. And because the government is encouraging private sector, so we diversified in a lot of different areas of business. We work in 4 different lines of business. We work in the automotive business, so we build the Mercedes-Benz passenger cars in Egypt. We work in the hospitality business, so we develop hotels and we operate them in partnership with Hyatt and with Steigenberger. We do food and beverage business, so we have some factories that do confectionery and chocolate. And the main core that we started from 60 years ago is the construction. We do a lot of construction in Egypt, and I believe that the reason that we are here in DRC is to build and share the development of the infrastructure. We are starting on the ground now the construction of the autoroute between Mujimai and Kananga. And I believe that infrastructure, beginning with roads, is the first key factor that all countries need to do in order to attract developers, attract investors, entrepreneurs to do business in DRC. I'm happy to be part of this development. Let me share with you the experience in Egypt. In the last 8 years, we have built in Egypt 7,000 kilometers of road networks, and the country jumped in the international ranking of road networks 99 seats over other countries. Now we are in the phase of getting more developers and more investors. As soon as the road is there, farming will be easier, agro-industries will be easier, mining will be easier, reducing costs, having things easier on the transport side, and definitely a lot of entrepreneurs and investors will be happy to come and invest here. Definitely there is challenges, because starting with a road, doing an infrastructure, which is the first key element to do, is very challenging. As soon as the road is there, the infrastructure is there, other businesses will be much easier to do. So yes, we face a lot of challenges, but I believe that this is the first thing in the success story, to have such an infrastructure available. I'm happy to hear from the government that they are encouraging as much private sector and entrepreneurs to come into the business, help development of the infrastructure in this country. Thank you. Voilà. Je ne suis pas non plus là pour faire l'interprète, mais en résumé, il essaie de dire qu'il est content d'œuvrer en RDC, ce qui est une bonne chose, et que le marché qu'ils ont obtenu est passé par toutes les phases nécessaires, telles que demandées par la législation congolaise, et qu'ils sont à pied d'œuvre à travailler sur la nationale numéro 1 entre Mbujimayi et Kananga. Alors, le temps nous a imparti. Il y a Béatrice qui n'arrête pas de me le rappeler. Et pourtant, il y en a qui ne sont pas encore intervenus, notamment M. Philippe Eponon. Mais je vais poser quand même une question, puisque dans votre titre, il y a la route africaine. Ça me rappelle un peu la nouvelle route de la soie, qui est une initiative de la Chine, qui veut interconnecter le monde entier à la Chine. Est-ce que la route africaine, une utopie, un rêve, ou elle sera une réalité un jour? On a suivi ici pendant la journée que pour faire Nouakchott-Kinshasa, il faut passer par l'Europe. Si déjà le pays lui-même n'est pas connecté, et comment on pensera à l'interconnexion entre les différents pays africains, à travers la route africaine, effectivement. Alors, la route africaine est donc la dénomination de mon groupe. C'est en fait une vision, et ne pensons pas que l'utopie pour le développement de l'Afrique doit même passer par notre esprit. L'utopie ne doit pas exister quand on parle de développement de l'Afrique. La route africaine, pour moi, c'est donc la conception d'une route qui réunit d'abord l'esprit des Africains entre eux, avant de devenir une route physique. Et c'est en cela que je dirais que je suis heureux déjà pour mes confrères congolais de voir que le plan de désenclavement leur donnera du travail. Je voudrais aussi dire par rapport à cela que j'espère, et c'est le plaidoyer que je ferai pour eux,
que après les centaines de millions de dollars d'investissement que l'État fera, nous sortirons des champions congolais de la route et que nous pourrons très facilement connecter nos pays par ces différents champions et que l'Afrique se développera en conséquence. Merci, merci. Et pour la question des participations de la salle, alors nous allons prendre 1 à 2 questions maximum dans la salle. Si vous avez une question, veuillez vous manifester s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Shuna Lomponda, conseillère, chef de service de la communication de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Ma question est pour le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais vous parler par exemple du cas d'une province que vous connaissez bien, qui est celle de l'Équateur. À l'Équateur, dans le Grand Équateur, dans certains districts, je vais prendre comme exemple le district de Makanza, d'où je suis originaire. Aujourd'hui, on enterre encore la nuit à la lueur des lampes torches parce qu'il n'y a pas de cimetière. Il n'y a plus de port, par exemple dans le district de Makanza, parce qu'il y a eu des érosions fluviales. Autant dire que les défis sont nombreux. Force est de constater que dans ce projet très ambitieux initié par le chef de l'État et que nous saluons tous, nous partons pas, toutes les provinces ne partent pas avec les mêmes chances. Ma question est celle-ci. Y a-t-il un plan qui a été mis en place afin de gérer les déséquilibres déjà entre les provinces, parce que le budget qui se chiffre en milliards, lorsqu'il sera partagé dans différentes provinces, sera le même, mais les problèmes, les difficultés rencontrées par certaines provinces sont plus importantes que les autres. Qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir gérer harmonieusement l'aménagement des provinces? Et ma sous-question, c'est de savoir qu'est-ce qui était prévu à long terme, à court, mais je préfère dire, voyons les choses en grand, à long terme, pour pouvoir rendre nos territoires ruraux compétitifs. Je vous remercie. À vous la parole, Monsieur le ministre d'État. Merci madame pour la question. Je crois que mon collègue le ministre d'État vous a très clairement dit qu'au-delà du programme de PDL 145 territoires, il y a le programme classique du gouvernement. D'ailleurs, notre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, va s'exercer à travers la loi de finances 2023, où il va aller défendre au Parlement. Et si vous lisez dans cette loi de finances 2023, chaque secteur a prévu ce qu'on appelle le budget d'investissement. Donc, au-delà du PDL 145, qui est un programme particulier, il y aura d'autres interventions qui vont se faire pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous avez évoqué la question des érosions. Les érosions proviennent évidemment du mauvais usage qu'on fait du territoire. Parce que l'aménagement, en quoi ça sert exactement dans une nation? J'ai suivi ce que l'ambassadeur de la France a dit. C'est répartir. C'est l'aménagement qui doit déterminer pour dire où est-ce qu'on peut ériger des constructions, où est-ce qu'on ne peut pas construire. Où est-ce qu'on peut faire l'agriculture, où est-ce qu'on peut faire les activités minières. Où est-ce qu'on peut avoir tel type d'infrastructure, où est-ce qu'on ne peut pas avoir tel type d'infrastructure. Pour qu'on ne vive pas ces inégalités que vous avez soulevées, il ne faut pas aller loin à Makanza, même ici dans la commune de la Gombe. Il y a une résidence à droite, un immeuble de 10 étages. On viole l'intimité des gens parce que, évidemment, il y a cette absence des outils nécessaires pour réguler. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'il y a toute une loi qui est en chantier, que j'ai eu le privilège de présenter le 26 octobre au niveau de l'Assemblée nationale, qui viendra régler tous ces problèmes. Vous avez parlé des cimetières, il y a tout un projet aussi au sein de notre ministère qu'on appelle les jardins de repos. Et donc, même si on a réparti les 10 millions par territoire, ça c'était juste un plafonnement qui a été fait, mais comme je me répète encore, cela n'enlève pas les autres interventions sociales, économiques, en termes d'infrastructures dans notre pays, au-delà du programme de PDL 145 territoires. Et si nous disposons dans le futur de tous ces livrables, cela permettra d'éviter tous ces conflits que nous avons. Vous savez, nous assistons à des tribus qui se battent, déjà qui s'entretuent pour les terres. C'est parce que le pays ne dispose pas encore de tous les outils nécessaires qui lui permettent d'organiser de façon harmonieuse les activités ainsi que les infrastructures dans notre territoire. Et cela, ça va arriver parce que c'est un défi que votre gouvernement, parce que l'aménagement du territoire fait partie du pilier 4 du programme du gouvernement et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y tient pour que dans le cadre du programme du gouvernement que dirige le Premier ministre, que nous disposions de ces livrables. Dès que nous aurons la politique qui est déjà en vulgarisation, dès que nous aurons le SNAT, le schéma national
dès que nous aurons le guide méthodologique ainsi que la loi, ces 4 livrables vont permettre à ce que la manière de gérer l'espace physique du territoire se fasse de manière harmonieuse et dans une perspective pour éviter les inégalités. Et je suis conscient de ça, parce que moi-même, je suis originaire de milieu rural, moi je suis un villageois. Je connais bien toutes ces difficultés qui se passent au sein de notre population. Et c'est un défi. Et votre gouvernement, il travaille d'arrache-pied. Merci. Voilà, merci. Le sujet est très intéressant. Malheureusement, le temps nous imparti est très court. Nous avons connu des grands retards. Alors, tout en remerciant tous les panélistes, je vais devoir passer la parole à la MC de la soirée. Merci, vous pouvez regagner vos places. J'espère qu'on aura une autre occasion de réfléchir réellement et en profondeur sur ces aspects de désenclavement du territoire et pour poser même des questions beaucoup plus intéressantes et pertinentes, parce que si le pays veut que la décentralisation soit le mode de gestion gouvernemental, ce n'est pas non plus assez évident qu'on soit là à réfléchir sur le développement local à l'absence des concernés. Merci. Merci beaucoup, M. Gulin Amani. On applaudit bien fort pour lui, s'il vous plaît. Et on applaudit encore bien fort, évidemment, pour notre panel, nos panélistes. Alors, l'avant-dernière intervention de cette première journée de la 8e édition du Makutano, c'est tout de suite dans cette salle. Et nous allons parler des banques africaines. Sont-elles la clé du continental agro-business? So, are African banks the key to continental agro-business? We're going to find out right now. And just for that, I would like to invite to the stage our moderator, Mrs. Rosine Sori Koulibaly, ministre des Finances honoraire du Burkina Faso. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bienvenue en RDC. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais inviter les membres du panel à se joindre à moi. L'honorable, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Kazadi Nicolas, s'il est là. Est-ce que le ministre est en salle? Et sinon, nous avons Monsieur Henri-Claude Oyima, CEO de BFI Bank. Bienvenue. Vous voulez vous mettre à deuxième peut-être, au cas où je voudrais m'asseoir. Monsieur Yannick Mbia, êtes-vous là, DGA TMB? Bienvenue à notre panel. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Monsieur Awambeng de Afreximbank, bienvenue. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs, dans la salle, s'il vous plaît. Bienvenue. Nous allons peut-être commencer le temps que le ministre se joigne à nous, parce qu'il est absent. Bon, donc, je voudrais commencer par remercier. Kazadi, il est là. Je l'ai invité à se joindre à nous, je ne le vois pas. Oui, le ministre sera au milieu. Le ministre Kazadi est-il dans la salle? Nous allons l'encourager à se joindre à nous. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oui, bien sûr. J'ai appelé M. Awambeng, qui est là. Bien sûr, il est installé. Mesdames et messieurs, c'est donc notre dernier panel de la journée. Je vais vous demander toute votre attention, s'il vous plaît, pour ce dernier panel de la journée. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas ce que la MC me dit de faire par rapport au ministre Kazadi qui devait arriver. Je ne le vois pas se joindre à nous. Bon, merci beaucoup. Je vais commencer par dire un grand merci
à Madame Soulou pour l'honneur qui m'est fait de participer à cet événement très important. Félicitations, Madame, pour cette initiative que vous avez prise. Je voudrais aussi, naturellement, remercier tous ceux qui sont dans la salle et qui sont restés malgré le temps que nous allons prendre pour cette session. Il est prévu 1 heure de temps. J'espère que vous avez un peu d'énergie, compte tenu du fait que le thème est très important, que vous allez pouvoir nous suivre. Et naturellement, nos panélistes qui sont là avec nous. Et je vais leur demander de faire comme moi, de se présenter très rapidement en 2 phrases. Moi, c'est Rosine Souri Koulibaly, économiste de formation, ancienne ministre de l'économie, des finances et du développement du Burkina Faso et un peu des affaires étrangères. Vous faites comme moi, petite présentation, vous allez avoir l'occasion après. S'il vous plaît. Alors, je suis Henri Cloyima, président directeur général du groupe BGFI Bank, un groupe panafricain implanté sur 12 pays en Afrique et en France. Merci. S'il vous plaît. Bonsoir, je suis Yannick Bia, directeur général adjoint de la banque TMB, donc une des principales banques commerciales et la plus répandue en RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle René Awambeng, je suis de la Banque africaine d'import-export. Nous sommes une banque de développement international basée au Caire. Nous sommes dans tous les pays africains et nous travaillons aussi avec la RDC pour faciliter le commerce international et le développement des infrastructures. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais introduire en fait les questions aux différents panélistes. Ce que je propose, il y aura un certain nombre de questions auxquelles ils vont répondre. Après, nous allons donner l'occasion aux participants d'intervenir par des questions, mais aussi des contributions. Et à la fin, je vais tenter une petite synthèse pour être sûr que nous atteignons les résultats pour lesquels nous sommes dans cette salle. On est d'accord sur la procédure? Si on est d'accord, je vais donc aller dans le vif du sujet. J'ai essayé d'avoir un certain nombre de statistiques pour un peu planter le décor. Et selon le rapport de la campagne agricole de juin 2021 du ministère de l'Agriculture, donc c'est une source officielle, la RDC connaît un déficit céréalier de plus de 80 millions de tonnes et de 1,16 million de légumineuses, en déficit aussi pour les légumineuses. Pourtant, il y aurait 80 millions d'hectares de terres arables. Certains ont parlé de paradoxe. Voilà un peu un des éléments. Deuxième élément, selon les statistiques de la Banque africaine de développement, vous savez que Afrexim Bank, c'est une création de la BAD, donc j'utilise aussi les statistiques de la Banque africaine. Plus de 70% des populations rurales sont pauvres, sont considérées comme pauvres dans le milieu rural. Donc ça, c'est un aspect aussi très important qui nous montre les défis qui sont les miens, les nôtres. Alors qu'il y avait eu un certain nombre d'engagements de la communauté internationale, surtout africaine, au niveau de Maputo, pour que 15% des ressources budgétaires soient affectées au secteur agricole. J'allais poser la question au ministre pour savoir effectivement la situation au niveau de la RDC et surtout les politiques publiques qui sont prévues. Parce que lorsqu'on investit massivement 15% du budget, les études ont montré que le taux de croissance annuel pourrait atteindre 6% par an. Alors que pour sortir durablement de la pauvreté, les études nous montrent qu'il faut un taux de croissance d'au moins 6 à 7% pour inverser la tendance. Donc le défi vraiment est énorme. Nous avons parlé ce matin de production, etc. Cet après-midi, notre panel va couvrir les questions de financement. Je vais donc commencer par le représentant de la banque qui est à côté de moi. Vous êtes à côté de moi. Dites-nous, en tant qu'institution financière, au-delà bien sûr de votre implantation dans le pays, ce que vous apportez au niveau du secteur agricole, lorsque nous savons que c'est un secteur soi-disant à très haut risque, et nous attendons que vous démontriez que dans vos interventions et dans les perspectives qui pourraient être offertes au secteur de l'agriculture, que ce serait un secteur, pas à risque, mais un secteur à potentiel. La parole est à vous, s'il vous plaît. Bien, merci. Je pense que le secteur qui est le nôtre, qui est un secteur bancaire, obéit à certaines règles. Mais il faut d'abord partir du principe
qu'aucun pays du monde ne s'est développé sans un secteur financier fort. Il y a donc une corrélation entre la force d'un secteur bancaire dans un pays et son niveau de développement. Lorsque vous avez posé ce principe, vous vous dites, est-ce que l'agriculture, c'est un secteur différent des autres secteurs comme la mine, comme la forêt, ainsi de suite. Ce n'est pas un secteur différent. C'est un secteur aussi important pour nous banquiers, au même titre que les mines, au même titre que la forêt, au même titre que le commerce. Donc l'agriculture, il faut déjà que nous puissions dire, est-ce que nous avons des agriculteurs chez nous? Qui on finance? Il faut financer d'abord des clients. Mais ces clients, il faut d'abord qu'ils soient présents devant nous. Dans notre groupe, nous avons accompagné des grands groupes agricoles. Pour ne pas les citer, je ne fais pas la publicité. Le groupe OLAM, qui est parti du Gabon, qui est aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Congo-Brazzaville en face. Et je sais tout dernièrement, ils ont signé un contrat ici avec la RDC. Donc nous les finançons pour des montants très importants et pourtant nous sommes une banque commerciale. Donc le financement de l'agriculture n'est pas seulement un privilège des banques dites spécialisées, mais les banques commerciales peuvent aussi financer l'agriculture et ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, bon, j'ai compris votre réponse. J'allais demander justement, vous dites que les banques commerciales peuvent, parce qu'on dit que les banques en général sont universelles, elles essaient bien sûr d'équilibrer leurs comptes. Mais maintenant, dans le secteur agricole, qu'est-ce qui peut être fait réellement? Est-ce qu'il est possible d'avoir peut-être un consortium de banques pour pouvoir accompagner le secteur agricole, bien sûr avec une coordination des structures étatiques publiques? Mais dans notre métier, on parle de consortium en fonction du montant de l'investissement. Si vous demandez 10 millions de dollars à une seule banque, on ne fera pas un consortium. On fait un consortium lorsque le montant est important et dépasse la capacité individuelle de chaque institution en fonction de ses fonds propres. Et donc là, les banques se mettent ensemble pour essayer de syndiquer le financement. Mais syndiquer le financement n'est pas une obligation pour réussir dans le financement agricole. Ce qui est important, c'est de dire, avons-nous des projets? Nous avons des projets, par exemple, dans le palme à huile, dans la transformation, vous partez de l'huile de palme rouge pour arriver aux produits dérivés qui sont l'huile de palmiste ou la margarine ou le savon, mais on le fait directement avec les banques commerciales. Donc, pour vous dire, la syndication, oui, mais la syndication à partir du moment où le montant individuel dépasse les capacités individuelles de chaque établissement. Donc, les banques ont la capacité de financer en fonction aujourd'hui de ce que nous avons comme ratio prudentiel en termes d'accompagnement de ces investissements. Merci beaucoup et je voudrais souhaiter la très chaleureuse bienvenue à son Excellence le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, que je retrouve parce que je le connaissais dans une vie antérieure, lorsque il n'était pas au gouvernement et moi non plus. Donc je pense que nous gardons, ça c'est la petite parenthèse, ça ne fait pas partie du temps imparti de la réunion. Donc, Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. J'avais prévu que vous interveniez en premier, mais comme nous avons déjà commencé à écouter les partenaires, je vais les laisser terminer. Cela vous donnera l'avantage aussi d'avoir leur réaction et peut-être d'organiser votre intervention pour ce faire. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Bia, qui est de TMB. Et vous avez entendu le représentant de la banque dire effectivement que les ressources sont disponibles pour financer le secteur agricole. Je voudrais que vous puissiez me dire un peu sur l'inclusion financière. Est-ce que vous avez des initiatives d'inclusion financière pour qu'on se rassure que finalement le financement qui est fait ne laisse pas la majeure partie de la population sur les quais? À vous, s'il vous plaît. Oui, merci pour la question. Moi, j'aimerais quand même commencer par recontextualiser une chose par rapport au thème de ce panel. C'est qu'on parle d'agribusiness et on ne parle pas uniquement d'agriculture. Parce que derrière l'agribusiness, il faut bien garder en mémoire qu'on peut dégager, on va dire, 4 secteurs principaux. Donc il y a l'agriculture en tant que telle, donc qui est le départ, la production, là où en fait on rencontre énormément de challenges en termes d'inclusion financière parce que
soit s'il y a des difficultés d'accès au financement par rapport aux risques qui entourent, ou simplement les zones dans lesquelles ces opérations agricoles, les zones rurales, se déroulent. Il y a deuxièmement la transformation agroalimentaire, qui là, en termes de challenge d'inclusion financière, on est déjà à un niveau un peu plus structuré, on est déjà à un niveau qui est déjà un peu plus formalisé et qui aujourd'hui a accès à des solutions, des produits de services financiers. Troisièmement, on est sur de la commercialisation de produits agricoles. Et là, sur la commercialisation de produits agricoles, on est déjà sur un niveau d'inclusion financière beaucoup plus important, parce que ce sont généralement des acteurs, soit qui n'ont pas que des activités agricoles comme expertise, et donc sont peut-être des acteurs spécialisés dans la distribution, on va dire, en général. Et le quatrième pan, c'est celui de l'innovation. Donc l'innovation technologique au service ou en support de l'activité agricole. Donc il y a eu le volet industrialisation, donc qui appuie principalement le premier point, celui donc de la production agricole, mais il y a également aujourd'hui de plus en plus celui des nouvelles technologies. On a parlé ce matin de l'utilisation du spatial, de l'utilisation des recherches en biotechnologie qui permet de pouvoir améliorer l'efficience, la productivité dans l'activité agricole. Et là encore une fois, on est sur un secteur qui lui ne souffre pas de problèmes d'inclusion financière. Donc une fois qu'on a recontextualisé cela, évidemment, la question essentielle ou le défi principal pour les banques est de pouvoir se rapprocher des zones d'exploitation artisanale. Et donc c'est là toutes ces difficultés de coûts d'accès, des difficultés d'infrastructure, et pour lesquelles les banques de proximité ne lésinent pas sur les moyens pour le faire. Mais à un moment donné, il y a évidemment un équilibre à regarder entre le coût ou les investissements qui sont consentis et le revenu qui en vient. Donc je pense que c'est vraiment sur cet aspect que l'on peut espérer attendre, par exemple, une meilleure collaboration, un meilleur soutien, notamment en matière de la part du gouvernement, de manière à pouvoir pousser les banques à aller donc encore plus loin, donc à atteindre de last mile, comme on le dit en anglais, pour arriver à se rapprocher le plus possible de ces zones d'exploitation agricole, donc ces zones rurales, et pouvoir leur offrir alors de manière plus large leurs produits et services financiers. Oui, merci beaucoup. J'imagine que vous êtes en contact avec certains de vos collègues aussi dans d'autres pays. Je connais l'expérience, par exemple, de Cofina au Sénégal, qui intervient au niveau de la région des Niayes, et pour justement promouvoir la proximité des institutions financières avec les populations. Je crois que ça, c'est vraiment un grand défi. Et la proximité, elle peut être physique, mais la proximité avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on est capable effectivement de toucher les populations, même des endroits reculés. Merci donc pour votre point. J'avais ici donné un chiffre, j'ai dit 80 millions, j'espère que vous avez sursauté. C'est 8 millions, en fait 8,9 millions de tonnes. Donc vous avez corrigé vous-même pour le déficit céréalier. Sinon le gouvernement allait me dire, bon, c'est peut-être le déficit global de toute l'Afrique que je suis en train de présenter. Non, c'est 8 millions de tonnes de déficit. Sans plus tarder, je vais donc demander au représentant de Afreximbank, qui est en fait une structure, il va nous présenter Afreximbank pour promouvoir l'import-export, dans un contexte où les échanges intra-africains sont vraiment très faibles. Qu'est-ce que Afreximbank peut apporter à notre continent, bien sûr, en partant de la RDC, puisque c'est la RDC qui nous réunit ici? S'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il est certes difficile de comprendre que notre continent, qui a beaucoup de terres arabes, doit dépendre aujourd'hui de certains pays comme l'Ukraine pour importer des grains et les engrais pour tout ce qui est sécurité alimentaire en Afrique. Je pense qu'il est temps que le secteur privé et le secteur public africain se mettent ensemble pour travailler, pour trouver des solutions pour notre autosuffisance alimentaire. Nous, en tant que Banque de développement africaine, nous sommes disposés à travailler à côté de vous, le secteur privé et le secteur public, avec plusieurs instruments pour faciliter le financement des projets dans le secteur agro-industriel et agro-processing. Par exemple, nous avons créé notre fonds de développement en Afrique qui s'appelle FEDA. C'est un fonds qui peut prendre la participation en equity dans vos projets.
Nous avons notre Project Preparation Facility qui peut assister les promoteurs de projets agricoles pour faire les études de faisabilité, pour préparer les plans, pour préparer toutes les études, pour rendre bancables ces projets. La banque elle-même dispose des moyens financiers pour supporter les importations des équipements, les infrastructures, pour financer les projets à côté des banques locales, à côté d'autres banques de développement. Par exemple, nous avons recensé plus de 3 milliards de dollars de projets dans le secteur agricole. Il y a 3 semaines, on travaille avec un fonds aux États-Unis qui s'appelle Noventia pour développer 3 milliards de projets en agriculture en Afrique. Donc, en RDC, vous avez des terres arables, vous avez des hommes, vous avez une population, vous avez tout le marché Afrique centrale, vous avez le marché congolais. Nous avons aussi la ZLECAF qui nous permet de vendre nos produits partout en Afrique. Travaillons ensemble pour qu'on mette en place des projets viables, des projets qu'on peut développer et financer pour pouvoir faire face à ce problème d'insuffisance alimentaire en Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. Awambeng. Nous avons donc suivi votre intervention pour dire que Afreximbank a les capacités d'accompagner les pays et le continent. Et vos prédécesseurs ont montré aussi que le système bancaire et financier en général était prêt pour accompagner. Mais maintenant, est-ce que le secteur privé qui est présent dans la salle est prêt pour porter effectivement ces projets? Et est-ce que le gouvernement, monsieur le ministre, est prêt aussi et accompagne le secteur privé pour qu'il puisse prendre en charge le développement du secteur agricole lorsque nous savons effectivement qu'avec la crise ukrainienne, cela a montré la dépendance très forte que le continent a vis-à-vis de l'étranger. Monsieur le ministre, quelles sont les politiques publiques que le gouvernement met en place et qu'il serait prêt à mettre en place pour améliorer effectivement le développement du secteur agricole? S'il vous plaît. Merci beaucoup, Rosine. Effectivement, c'est un secteur dans lequel on doit parler de partenariat public-privé. Et vous faites bien de dire qu'est-ce que le secteur privé peut faire, qu'est-ce que le secteur public peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce qui concerne l'Afrique, les deux secteurs, public et privé, ont fait preuve d'une faiblesse de capacité par rapport aux enjeux et par rapport aux défis. Un pays comme la RDC le reflète plus que tous les autres. On ne peut pas comprendre que non seulement on n'exploite que moins de 10% des terres arables, mais qu'en plus, on importe plus de 80% de ce qui est consommé dans les grandes villes. C'est tout simplement une aberration, je dirais une honte. La véritable raison, c'est une question de capacité. Capacité à organiser, capacité à faire, capacité à produire. Dans le secteur public, c'est évident. Nous faisons aujourd'hui un effort incroyable pour rattraper le retard. En 2018, la part du budget adressée au secteur agricole était de 1,6%. En 2020, elle est de l'ordre de 7 à 8%. En 2022, pardon, elle est de 7 à 8%. Et en 2023, nous prévoyons de mettre 10% du budget dans le secteur agricole. Dans quoi exactement nous voulons le faire? D'abord, nous avons une question de sécurité alimentaire, d'urgence. Et pour cela, nous avons deux grands axes d'action. Il y a le service national que vous connaissez, qui est un service plus ou moins lié à l'armée, parce que c'est dirigé par un général, mais qui récupère les jeunes gens. Ce service devient un pôle de production très important dans le pays. L'année passée, l'année qui est en train de s'écouler, on a dépensé plus de 30 millions de dollars pour le service national, essentiellement en engrais et en équipement agricole. Nous avons l'initiative de transformation agricole, qui est une initiative présidentielle, qui est sous-traitée par une institution de renom qui s'appelle l'Institution internationale pour la transformation agricole. C'est une institution de recherche appliquée, qui nous aide justement à identifier 5 produits cibles, maïs, manioc, etc., et pour lesquels nous pouvons très rapidement obtenir des niveaux de maîtrise à la fois techniques et commerciales plus importants. L'objectif de l'initiative de transformation agricole, ce n'est pas seulement d'augmenter l'offre de produits agricoles,
mais c'est également d'augmenter l'intérêt, l'investissement dans le secteur agricole et l'intérêt pour les individus, pour le secteur privé, pour le secteur agricole. Le secteur agricole est trop longtemps resté un secteur de subsistance. Il faut qu'il devienne un secteur industriel à forte productivité. Le secteur agricole occupe encore trop de population. Et c'est d'ailleurs un contraste. Une grande population qui s'occupe du secteur agricole avec une productivité très faible et des problèmes de sécurité alimentaire. Dans les grands pays, les anciens pays, même lorsque ça a été des pays agricoles au départ, avec plus de 50% de la population dans l'agriculture, aujourd'hui, c'est dans les pays européens occidentaux, c'est 1% et même moins d'1% de la population qui sont des agriculteurs, mais ils ont une surcapacité de production avec ce que vous voyez, parfois on jette des vivres, etc., parce que la capacité a été renforcée, la productivité a été renforcée. Donc notre défi, il faut d'abord créer des vocations, et pour cela, il faut que la combinaison de ce que nous faisons en termes de formation, en termes de préparation, en termes d'opportunités de financement, comme ça a été expliqué, que ça rencontre des gens prêts à faire. Pourquoi les financiers ne financent pas le secteur agricole? En dehors du grand secteur agricole, industriel, fait ses preuves, c'est parce qu'il y a tellement de risques. Risques de non-maîtrise du métier, risques climatiques et autres. Tous ces risques sont tels que investir, prendre le risque de prêter de l'argent à un agriculteur moyen en Afrique, c'est faire preuve d'un mauvais jugement, parce que le risque de perdre son argent est très élevé. Mais lorsqu'on a affaire à un grand groupe qui a fait ses preuves dans des cultures pérennes, oui, là, je sais que les banques interviennent, Afrexim Bank intervient, AFC intervient et les autres interviennent. En attendant que nous ayons les capacités, nous devons combiner cette grande industrie agricole, cette grande capacité, avec les petits, l'agriculture familiale. Et c'est exactement ce que nous faisons en République démocratique du Congo. En plus des deux initiatives que je viens d'évoquer, nous avons identifié 6 pôles où nous pouvons développer assez rapidement, à court terme, une agro-industrie qui combine la grande exploitation avec l'entreprise familiale et qui permet aux petits, à l'entrepreneur familial de se développer en s'adossant à une grande entreprise qui le connecte au marché, que ce soit les marchés nationaux ou les marchés internationaux. Et donc, nous sommes dans le début de ce processus. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Vous avez l'exemple de Ngandajika, qui est une zone très connue pour son potentiel agricole, mais il faut... D'abord, il faut la rendre viable, la rendre profitable. Et pour réduire le risque, nous avons, avec des ressources publiques prêtées par la Banque africaine de développement, nous avons mis 80 millions d'unités de compte ou de dollars, je ne sais plus, pour donner les infrastructures basiques, la route, les écoles, un peu d'énergie, de manière à ce qu'un opérateur privé puisse venir compléter et venir exploiter le potentiel agricole qui y est et faire en sorte que ce soit rentable avec un risque réduit. Ngandajika est le modèle. Je peux vous donner 1 minute supplémentaire. Vous avez d'ailleurs dépassé le temps imparti, mais je donne 1 minute supplémentaire. Merci. Alors, donc voilà des exemples. Il faut une combinaison publique-privée dans le financement, dans le modèle. Il faut une capacitation du secteur privé. Et cela, il faut agir à plusieurs niveaux. Il faut la formation de base, la formation continue, etc. Et pour votre information, le chef de l'État a lancé une grande initiative sur l'entrepreneuriat des jeunes qui va démarrer au début de l'année prochaine et qui va consister en la sélection des meilleurs porteurs de projets avec une emphase particulière sur le secteur agricole, dans le but justement de les mobiliser et d'accompagner les meilleurs projets, sous le modèle de l'ADER au Sénégal et d'autres modèles en Afrique de l'Ouest. Et donc, on pourrait répéter cet exercice chaque année et créer une véritable émulation, un véritable effet d'entraînement pour que la ressource humaine soit vraiment l'acteur du changement en se donnant les moyens techniques de faire et de faire plus en copiant sur les bonnes pratiques. Dernier point, 30 secondes, je reviens de Washington, nous avons convenu avec AFC, la SFI, d'organiser à la mi-2023 un grand forum ici en RDC sur l'agribusiness dans le but justement de faire le point sur tous les progrès, tous les efforts que nous avons faits sur financement public. Deuxième objectif, de faire le point sur les meilleurs projets privés et de voir comment on peut davantage accompagner le secteur agricole à travers des ressources de financement
une protection, un meilleur encadrement, des garanties pour booster le secteur agricole qui est le véritable avenir de la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre, et merci à tous les panélistes. Je vais maintenant donner la parole à la salle. Je vais vous demander une indulgence. Donnons l'occasion aux privés de s'exprimer et de partenaires qui accompagnent le développement du secteur agricole. Donc, c'est une discrimination positive parce qu'on ne les a pas tellement entendus ce matin. J'aimerais bien leur donner l'occasion de s'exprimer, surtout qu'ils ont l'avantage d'avoir le ministre qui dit que 10% des ressources publiques vont dans le secteur agricole, qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, que le gouvernement est prêt à nouer des partenariats solides avec le secteur privé. Je pense que c'est l'occasion de le prendre en fait au mot. Et puis, bien sûr, les banques qui sont là aussi pour accompagner. Donc, la parole est à vous. 15 minutes de questions ou d'intervention, s'il vous plaît. La parole à qui veut la prendre, vous vous présentez et prenez, allez-y, s'il vous plaît, monsieur. 1, c'est lui. 2, monsieur devant moi. Oui. Il y a combien de personnes encore? Oui, si. Bon, mes lunettes, voilà, 4 personnes. J'ai vu 4 personnes. Voilà, allez-y. Et faites circuler le micro rapidement pour que... Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Mes respects, monsieur le ministre, chers collègues de banque. Je suis le docteur Mitima. Je suis le directeur de l'investissement social à la banque Equity BCDC. Je voulais juste faire une petite intervention pour dire que nous avons réellement un rôle à jouer dans le développement de l'agribusiness. Et je voulais ajouter de l'eau au moulin de mon collègue qui a parlé de l'inclusion financière. Nous avons commencé il y a quelques semaines un petit projet dans lequel nous croyons à la banque parce que nous pensons que nous devons, en même temps que nous développons économiquement le pays, avoir un investissement dans le capital social de notre pays. Et pour moi, nous avons discuté avec la direction et nous pensons qu'il y a un gap. Le gap n'est pas accompagner les grands groupes agricoles, ce n'est pas seulement mettre de l'argent au niveau des agribusiness PME, mais il faut que la richesse se ressente au niveau des ménages, au niveau des households, où les personnes qui font des petits carrés de 20 mètres peuvent passer à 40 mètres en se mettant en groupe et en étant soutenus. Afin que leur production ne soit pas seulement en quantité meilleure, il faut qu'elle soit aussi en qualité bonne. Donc il faut de l'accompagnement et c'est pour ça que nous remercions le gouvernement de nous avoir permis de le faire. Nous avons donc commencé à bancairiser 50 000 femmes jeunes et nous avons fait ça dans le Kwilu, le Kwango, Congo central et le Bandundu. Et nous commençons à en voir des effets où les personnes qui sont formées peuvent avoir accès à des petites sommes d'argent pour développer leur petite exploitation. C'était juste une petite contribution. Merci pour la contribution. Il y a le deuxième, c'est monsieur. Ceux qui ont levé les doigts, j'en ai vu 4. Dérogation 5, 6, et puis c'est bon. Merci. Oui, allez-y, monsieur. Merci, madame. Jean Bamanissa, gouverneur et député honoraire et opérateur économique. Je voulais vraiment encourager le ministre des Finances dans le sens dont il parle de cette agriculture qui doit être paysanne. Et l'encourager à ce que dans la prochaine révision de la loi portant orientation agricole, il puisse être franchement revu, cette approche qui malheureusement, lorsque cette loi a été adoptée en 2010-11, était plutôt portée vers les grandes entreprises de transformation que vers l'agriculture paysanne. J'en suis l'auteur de cette loi, bien qu'elle a été détournée à l'Assemblée et mal écrite. J'ai toujours dit qu'elle allait être corrigée et j'espère qu'elle le sera pour le bien de la population. Alors la deuxième chose concernant les banques, c'est de travailler dans la filière. La filière est très importante. Si Equity a commencé à travailler avec les paysans, c'est une très bonne chose. Mais si en même temps, il n'y a pas les agrobusiness pour la transformation, ce que le DGA a bien expliqué, quelles sont les différentes étapes, vous risquez d'avoir la filière qui se casse. Donc on a toujours encouragé à ce que les banques puissent accompagner. Parce que, monsieur le ministre des Finances, je pense qu'il faut penser aussi à une fiscalité propre à l'entrepreneuriat agricole.
c'est un domaine qui est très risqué, pour lequel on peut avoir des pertes qui ne sont pas attendues. Regardez la pluie d'aujourd'hui sur votre champ, c'est fini, vous n'allez pas avoir des productions. Donc il faut des assurances, mais il faut aussi une garantie du gouvernement pour soutenir les petits agriculteurs ainsi que les grands. Merci. Merci, monsieur. Oui, allez-y. Merci, madame. Je suis madame Espérance Belaou, actrice dans le secteur agricole. Ce n'est pas une question, mais c'est vraiment juste dire merci. Merci à la politique gouvernementale via le ministre des Finances. Aujourd'hui, ils ont pris une décision de dire que les colis des fins d'année de cette année, 50% de l'enveloppe sera octroyée aux produits locaux. Pourquoi j'encourage cela? Parce que moi, je travaille avec les petits producteurs, plus de 50 coopératives paysannes. Et aujourd'hui, avec de telles commandes, ça permet à ces petits producteurs d'accéder au marché. Ça nous permet, étant que locaux, d'améliorer notre qualité afin que nous devenions compétitifs. Et de tels marchés, de telles choses, j'encourage. Et comme M. Jaban Menissa venait de le dire, et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement voir les grandes PME, il faut commencer par cette agriculture-là, parce que plus de 50-70% de l'agriculture congolaise, elle est de type paysanne. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Il y a eu une digression, sinon il y a 2 personnes derrière qui ont demandé la parole. Voilà, les 2 personnes là-bas. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Véloz Hostel, je viens directement de Paris, grâce à la générosité de la Big Boss, Madame Nicole. Donc, depuis 7 h du matin, je suis là. J'aimerais vraiment épingler quelque chose de très important. J'ai entendu parler sur beaucoup de choses, sur plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, plein de choses. Mais malheureusement, je me rends compte à chaque fois que je viens au Congo, à Kinshasa, le secteur de la mode, ça ne s'en parle pas. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu par la bouche de l'ambassadeur de la Turquie, comme quoi le Congo, il y a un moment, ils étaient le premier à la production de coton. Donc, pour rejoindre un peu ce qu'on est en train de parler sur tout ce qui a à voir avec l'agriculture, donc je pense qu'on devait aussi mettre un peu de l'énergie sur tout ce qui a à voir avec, la création de coton, pour qu'on puisse avoir aussi de textiles par là, et que par rapport aussi, on puisse mettre de bons budgets, on puisse bien organiser certaines vraies et véritables Fashion Week ici à Kinshasa, qui peut nous apporter beaucoup de tourisme et nous faire entrer beaucoup d'argent. Donc je pense que ça serait de bonnes choses. Merci. Merci. Je pense que la question est adressée au gouvernement. Sinon, moi, je porte ma robe est une cotonnade locale faite par les tisserands du Burkina Faso. Je donne la parole à celui qui est derrière. Qui a le micro, s'il vous plaît? Non, non. S'il vous plaît, donnez au monsieur qui est derrière. Ils étaient 2 de ce côté. Bon, sinon, on change de rangée. Il y a les 2 de l'autre côté. Voilà. Merci, monsieur, madame. j'ai une obligation de gestion du temps. Vous n'aviez pas demandé la parole. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me l'accorder? Bon, je vous donne 1 minute. Merci bien. C'est juste une opportunité que je voudrais soumettre à l'appréciation de leurs excellences. D'abord le ministre des Finances et puis le monsieur de la TMB. Aujourd'hui, avec le paiement des enseignants, on remarque que dans chaque village, lorsque les agents payeurs arrivent là-bas, ça crée un événement commercial de haute envergure où ça mobilise tous les villages environnants pour venir vendre les produits agricoles. Donc on suppose que la vélocité financière est trop faible là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas mener des investigations dans le sens de cibler ce point stratégique et voir dans quelle mesure on peut implanter aussi des extensions de vos institutions financières? Et dans la même optique, est-ce que le ministre des Finances, étant donné que nous parlons de l'administration des 145 territoires, il s'agit de l'administration des proximités, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette opportunité pour promouvoir, par exemple, la segmentation financière? Merci.
Merci, monsieur. Les deux dernières personnes qui sont à droite, à ma droite. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout un problème de rester de ce côté-ci, mais merci beaucoup, on va récupérer les temps. Pourtant, mon cœur est à gauche, mais je suis allée au centre, hein, donc je vous ai repéré, madame, allez-y. Merci beaucoup. Je viens parler au nom de toutes ces femmes. Moi, je suis madame Faïda Mwangi, moi, je suis consultante. Je fais les terrains du premier au dernier jour du mois. Alors, nous sommes dans la salle, on parle de l'agriculture. En tout cas, tout le monde sait que, selon les statistiques, les femmes représentent dans ces domaines-là au-delà de 70%. Mais sur terrain, lorsque nous menons des enquêtes, ces femmes ne sont pas associées. À un moment, lorsque le ministre d'État du budget, je pense, il était en train de parler, non, sur terrain, les femmes ne sont pas associées. Il ne faudrait pas prendre des femmes comme des sous-traitantes. C'est elles qui sont sur terrain. Et si on veut avoir les résultats, il faut marcher avec elles. Sinon, on serait en train de demeurer dans les discours. Merci. Je pense que cette question est la plus importante de la soirée, n'est-ce pas? Bravo, parce qu'effectivement, on n'avait pas attiré l'attention sur cette question. Merci beaucoup, madame. Le dernier intervenant, après, je vais donner la parole à quelqu'un de la gauche. Il semblerait qu'eux, ils n'ont pas parlé. Oui, allez-y. Merci pour la parole. Excellence, chers panélistes. Je voudrais revenir un peu, nous parlons de l'agro-business, mais on s'attelle plus sur l'agriculture en termes de cultiver et produire. Mais on ne parle pas de toute la chaîne de production. Aujourd'hui, on produit dans des zones très reculées. On n'amène pas l'électricité ou la logistique routière. Aujourd'hui, aucun transporteur n'est prêt à aller vers ces zones parce que le coût en termes de temps, en termes de route, en termes de destruction ou des pannes de consommables sur son véhicule, ce n'est pas rentable. Qu'est-ce que l'on fait pour amener et acheminer le produit vers le centre de consommation? De deux, nous n'avons aucune logistique en termes de stockage de produits. Il y a des produits que nous pouvons encore stocker, le maïs ou autre, mais prenons la banane, prenons les oranges. Aujourd'hui, si vous allez dans nos supermarchés, vous trouverez des oranges importées, parce que ces oranges sont modifiées pour pouvoir traîner, alors que nos oranges, la période de pourrissement est très vite. Qu'est-ce que nous pallions à cela? Et de deux, je parle directement au ministre des Finances. Je suis partisan du protectionnisme positif. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir des produits qui viennent de pays voisins sur notre marché, alors que nos producteurs ont déjà difficile à écouler notre production. Les autres pays reçoivent des subventions pour leurs produits, alors que ici chez nous, il n'y a aucune subvention. Donc déjà sur le marché, nos producteurs sont marginalisés par rapport aux autres produits. Et il n'y a aucune protection par rapport à eux. Et le business plan va directement tomber. Donc il faudrait que nous puissions voir toute la chaîne de production jusqu'à la consommation, mais aussi qu'est-ce que l'État fait pour protéger ce secteur qui est très sensible. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Bonsoir, je viens de Londres, je m'appelle Alamazani, Jérémy Alamazani, je suis chef d'entreprise et j'ai eu l'occasion avant de venir de discuter avec Madame Nicole Soulou et je lui disais que ma prière est que le Makutano devienne l'équivalent de Davos et à mon avis il va le devenir pour l'Afrique. Maintenant deux questions, la première à Monsieur le ministre et ensuite à Monsieur le banquier Ouma. C'est une question qui est en parallèle de cela. J'ai entendu qu'il y a une zone économique qui se trouve sur Maluku. En termes d'incitation fiscale, est-ce que cette zone existe et elle fonctionne si on veut amener notre business et si on veut bénéficier de toutes les relaxations fiscales qui existent dès qu'on a une ZES?
En ce qui concerne Monsieur le banquier, vous avez dit que vous accompagnez un certain nombre de groupes dans le cadre de votre banque commerciale. Est-ce qu'il y a une threshold limite? Est-ce que ces groupes que vous accompagnez ont besoin d'avoir déjà atteint une certaine masse critique avant que vous les supportiez financièrement? Voilà, c'était mes deux questions. Merci beaucoup. Et je vais peut-être me retourner vers les panélistes pour demander à chacun de prendre 1 minute. Les règles du jeu ont changé. On avait 1 heure chrono pour travailler. On me dit donc qu'il faut grignoter là-dessus. Donc je suis obligée de vous demander aussi de grignoter sur votre temps de réponse. 1 minute chacun. Le ministre, je vous en donne 2. Comme ça, en 5 minutes, vous terminez. Moi, je prends 2 minutes pour conclure. Est-ce que l'exercice est faisable? S'il vous plaît, commencez, le ministre va terminer. Commencez. Bien, merci madame. Je crois que la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que les institutions financières africaines peuvent financer l'agriculture? La réponse, oui. Maintenant, dès qu'on a dit le oui, il y a maintenant tout un cheminement, tout un processus qu'il faut mettre en place pour arriver à passer de la production au consommateur. Mais la réponse des banquiers, c'est vous dire oui, nous pouvons financer les projets agricoles en Afrique et ici en RDC. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Oui. Oui, voilà. Donc moi, je vais prendre la question relative à la paye des fonctionnaires. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, la TMB est le premier partenaire de l'État congolais. Pour vous dire, nous sommes présents dans 33 villes, mais nous couvrons plus de 150 localités chaque mois. Et effectivement, c'est un phénomène incroyable lorsque nos équipes se déploient pour payer. Ce que nous faisons aujourd'hui déjà de manière concrète, c'est qu'une bonne partie de ces localités dans lesquelles il n'y a pas d'agence physique, nous les adressons avec la technologie du paiement mobile. Donc, nous avons notre propre solution qui s'appelle PPD Mobile, à travers laquelle justement ces fonctionnaires reçoivent leur paye. Et autour de cette solution, nous développons ce qu'on appelle un écosystème. Donc ces différents agriculteurs, producteurs qui viennent pour vendre des produits en fait, aux fonctionnaires qui sont payés sont enrôlés au niveau du système pour pouvoir accepter la monnaie électronique comme moyen de paiement. Alors quelle est la vision à long terme? C'est de pouvoir pousser déjà les fonctionnaires à réduire leur niveau de consommation en cash pour pouvoir faire du paiement en électronique, qui permettra à ce moment-là à la banque de commencer à financer les agriculteurs qui vont bénéficier des paiements en électronique. Parce qu'un des problèmes majeurs de l'agriculture, en tout cas l'agriculture, on va dire traditionnelle, paysanne, c'est qu'elle est dans l'informel. Donc dès l'instant où il n'y a pas de traçabilité pour les banques, ça devient très difficile d'évaluer le risque et de pouvoir les accompagner sur le financement. Donc il y a toute une stratégie d'inclusion financière, je dirais même d'inclusion financière digitale, et c'est la raison pour laquelle nous avons porté haut notamment ce plaidoyer autour du risque juridique qui entourait les coopératives agricoles pour nous permettre d'avoir les éléments nécessaires afin de pouvoir les accompagner au mieux avec tout ce qui est besoin de financement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris 2 minutes. Oui, allez-y. Pour répondre à la question liée au financement des infrastructures, certes, nous ne pouvons pas s'assurer d'une sécurité alimentaire si nous n'avons pas les infrastructures pour supporter ce secteur agricole. Donc nous, en tant que banque, nous sommes disposés à travailler avec vous pour financer les zones économiques spéciales, donc le parc industriel, avec tout ce qui est logistique d'équipement pour travailler. Nous travaillons déjà ici en RDC pour financer certaines routes. Notre ami de Samkrit vous a parlé tout à l'heure de la route Kananga-Bujumaï qu'on est en train de financer. Avec le ministre des Finances, la semaine dernière à Washington, nous avons évoqué la possibilité de financer d'autres projets d'infrastructure ici. Donc la route Matadi-Kinshasa, à peu près 450 km en discussion. Aussi, dans le secteur d'énergie, nous avons plusieurs discussions en cours pour renforcer les capacités de production et de transmission dans la République. Donc il est important que nous soutenons les infrastructures pour accompagner le secteur agricole. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'abord, je vais remercier Espérance Bello d'avoir rappelé la décision que nous avons prise au niveau du gouvernement de rendre obligatoire la fourniture d'au moins 50% de produits locaux pour ce qui est des paquets de fin d'année pour 2022. C'est pour encourager la production locale et donc
il y en aura qui auront, parmi nos fonctionnaires à qui nous remettons un paquet de fin d'année, ils devront accepter d'avoir du riz de Bumba, même s'il y a des cailloux dedans. Mais c'est le sacrifice à payer pour aider les producteurs locaux à s'améliorer. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se fait partout au monde. Et donc, je réponds en même temps partiellement à la préoccupation de la droite sur ce qui est fait pour encourager la production locale. Mais vous devez savoir que tout ce que nous faisons est une opportunité. Faites le compte vous-même au petit déjeuner, regardez l'origine de tous vos produits, vous verrez qu'on est à 80-90% de produits importés. Et donc, ce sont autant d'opportunités qu'il faut, des filières qu'il faut remonter, pour lesquelles il y a des opportunités de production locale. Et beaucoup de pays arrivent à le faire. Dans un pays que j'ai connu récemment, le Togo, je crois qu'ils sont à 30 à 40% de production de riz local, et j'ai vu la production de riz local sous mes yeux évoluer. D'autres pays africains sont à 50, 60%. Ici, nous sommes à 10 à 20%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge. Pourtant, nous avons plus de potentiel que tous ces pays-là. L'un des défis, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, ce sont les infrastructures de base. Et je vous informe que le gouvernement, conscient de cet enjeu, est en train de monter un programme qui va nous amener, au courant de l'année 2023, à acquérir plus de 5000 engins, équipements lourds, pour l'entretien, l'ouverture des routes et l'entretien des routes au niveau national, essentiellement des routes de desserte agricole. Nous avons déjà un premier lot d'environ 150 engins qui vont arriver en décembre, et le reste va venir progressivement pour 5000 engins qui vont être renouvelés tous les 10 ans et qui auront pour objectif de faire en sorte que nous puissions relever définitivement le défi des routes de desserte agricole. Ces 5000 engins seront répartis à travers les 145 territoires. Vous allez me dire, oui, mais on a vu ça dans le passé, qui va gérer? Eh bien, pour cette fois-ci, le modèle que nous sommes en train de concevoir en partenariat avec l'Afrique du Sud, avec une banque de développement sud-africaine, c'est que la gestion de ces engins soit de nature privée, mais au service du public, de manière à ce qu'on garantisse le bon usage de ces engins, et ça va faire la différence. Nous espérons reconquérir au moins une bonne partie des 145 000 km de routes en terre que nous avons perdues, et parce que nous sommes aujourd'hui environ à 15 000 km seulement. Et voilà une des réponses pour ce qui est de la connectivité du territoire et de la promotion de l'agriculture, en commençant par la petite agriculture familiale. Après, il y a les questions d'énergie, etc. Tout ça sont des programmes sur lesquels nous travaillons. Pour l'énergie, je vous informe que nous avons tous ces grands projets destinés aux miniers ou à l'exportation, mais nous avons des plus petits projets. Nous avons les fameux 800 sites sur lesquels on peut faire de la micro-hydroélectricité et même des petits solaires off-grid. Eh bien, sur ces projets-là, nous avons l'ambition, déjà il y a une ligne de crédit importante de la SFI, il y a l'AFD également qui est sur ce terrain avec des financements conséquents. Cabinda bientôt va bénéficier du financement de l'AFD sur l'énergie électrique. Mais nous avons l'ambition de prendre déjà à partir de 2023 une partie de ces 800 sites de micro-hydroélectricité. Ça peut aller de 1,5 mégawatt à plusieurs mégawatts. Nous voulons trouver des ressources publiques pour les mettre en, disons, les mettre en production, c'est-à-dire construire ces sites et puis voir comment les donner en concession, soit à des opérateurs privés, soit à des communautés locales, selon le cas, pour que nous puissions accélérer le rattrapage. Parce que nous sommes aujourd'hui à 19% d'accès de nos populations à l'énergie électrique, contre une moyenne dans l'Afrique subsaharienne de 40-45%. Donc nous voulons accélérer le mouvement et nous voyons qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives privées. Et pour les susciter, nous sommes prêts à mobiliser des ressources publiques pour construire ces microcentrales et les donner en concession, parce que nous savons que la gestion publique ne sera pas la meilleure, les donner en concession aux opérateurs privés qui pourront prendre le relais. Voilà quelques exemples de réponses que nous donnons, mais nous pensons que définitivement, notre avenir est dans l'agriculture. Pour ça, nous avons le grand défi des infrastructures, mais tout ce qui est en train d'être fait va dans le sens de relever ces défis, pour autant que nous rencontrions des Congolais qui ont envie de produire, parce que c'est aussi un autre défi. Voilà pourquoi cette initiative sur l'entrepreneuriat, parce qu'il faut changer la manière de penser, le mindset, et que les gens sachent que
dans l'agriculture, il y a un trésor qui est caché dedans, c'est l'emploi de demain et ça peut amener très loin, comme on l'a vu dans d'autres pays. Merci. Je voudrais remercier très sincèrement nos panélistes pour les brillantes interventions et bien sûr les participants qui ont permis une interaction très enrichissante entre les panélistes et puis la salle. Je voudrais me permettre peut-être de tirer quelques mots conclusifs, peut-être 4,5 pour faciliter le suivi au niveau de Makutano. J'imagine qu'il y aura un suivi et qu'il y aura un système de reddition des comptes parce qu'une réunion s'est tenue, des engagements ont été pris. Ce serait bien qu'après on se dise est-ce que cela a été fait. Donc quelques messages clés, je ne vais pas tout capter, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a montré qu'il y a vraiment un engagement politique fort pour promouvoir le développement du secteur agricole, pas seulement au niveau de l'affectation des ressources budgétaires, mais à d'autres mesures de politique aussi économiques et financières. Il a parlé par exemple d'une loi, quelqu'un a parlé d'une loi qu'il fallait toiletter un peu, revoir ça à la marge. Et vous avez parlé effectivement d'un certain nombre de mesures d'accompagnement que vous êtes en train de prendre au niveau du gouvernement. Vous avez parlé aussi de soutenir en fait toute la chaîne de valeur pour permettre qu'il y ait une transformation, en fait tout ce qui rentre dans le secteur agricole, que cela puisse être pris en compte, mais tenir compte des exploitations familiales, des petites et moyennes entreprises, mais surtout les start-up qui sont vraiment, qui utilisent l'innovation, capables vraiment de transformer rapidement les choses et mettre en relation les grandes et les petites entreprises pour que les dernières apprennent effectivement des plus grandes. Je crois que ça, c'est un certain nombre d'engagements qui sont là. La réponse à la question qui nous était posée, est-ce que le système, est-ce que les banques peuvent vraiment financer le secteur agricole au niveau continental? Je crois que la réponse sans embâche a été oui, un oui très fort. Donc nous applaudissons cela, nous en sommes très contents. Et je voudrais aussi peut-être rappeler qu'un certain nombre de mesures d'accompagnement sont nécessaires. Nous avons la terre ici, nous avons l'eau, peut-être qu'il faut la capter. Et nous allons mettre en place les questions d'énergie. Je crois que ce sont des aspects très importants. La technologie, lorsqu'on n'a pas l'expertise, on n'a pas besoin de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. On est capable effectivement d'utiliser une technologie qui peut être appropriée par nos petites et moyennes entreprises. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été débattues ici. Et je vais peut-être terminer, si vous me permettez, en citant Ellen Johnson-Sirleaf. Ça, c'est pour m'adresser au gouvernement et à l'initiatrice de cette rencontre. Elle disait que, je la paraphrase un peu, que si notre rêve ne nous fait pas peur, c'est qu'il n'est pas suffisamment grand. Je pense que c'est bien que nous ayons rêvé grand avec vous et j'espère que nous allons pouvoir continuer ensemble et je souhaite vraiment bon vent à cette initiative. Je vous remercie encore pour l'honneur qui m'est fait et applaudissez notre panel qui a été formidable. Merci. Merci. Bon, donc je vais dire, en disant merci, libérer nos panélistes. Son Excellence, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Cher Nicolas, je peux me le permettre maintenant. Monsieur Henri-Claude Oyima, qui a été avec nous aussi, Monsieur Mbia et Monsieur Awembeng. Donc, un tour d'applaudissements encore pour eux. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser la musique. Hein? Merci beaucoup à la régie. Vous pouvez laisser la musique, ne vous inquiétez pas. Je peux parler sur la musique. Merci, merci. Alors, à présent, mesdames et messieurs, pour clôturer cette première journée de la 8e édition des Makutano, j'aimerais inviter sur scène a national champion in every sense of the word. He's a professional heavyweight boxer that came to the spotlight after a dominant performance against Olympic gold medalist Tony Yoka. Currently ranked as number 14 WBO, number 5 IBF, number 9 WBC, and number 4 WBA. C'est un enfant de Bujimai qui va venir partager avec nous son expérience en tant qu'enfant du territoire ayant eu la chance à un meilleur avenir grâce à sa détermination. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement, all the way from London, notre champion national,
Mr. Martin Bacolé, qui est là avec sa ceinture, mesdames et messieurs. Il a fait le déplacement pour être parmi nous aujourd'hui et durant toute cette 8e édition du Makutano. Encore, accompagnez-le s'il vous plaît, mesdames et messieurs, accompagnez-le. Martin, I see that you're struggling with that belt. I'm going to help you. Je vois qu'il a un peu du mal avec sa ceinture, donc je vais l'aider à la porter. Est-ce qu'elle me va ou pas? Please come next to me. Martin, thank you so much for being here with us today. You've been here the whole day. You were able to listen to all of the different panels that happened today. And before I ask you the real question that I want to ask you, I want to know if you can share with us a little bit, in a few words, what has been your experience? You know, how did your determination allowed you to succeed at the level that you have succeeded for outside of your country today through boxing? Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Regarding to the question they asked me by the new champion that will be seen now, I would like to thank Makutano 8 for inviting me down here. It's a big honor to me. And like I said, without hard work and discipline, so I can't be here before you guys today and holding this belt. So I work hard for it. Merci beaucoup. Alors, Martin voudrait déjà remercier Madame Nicole Soulou pour cette initiative qu'est le Makutano, la remercier pour son invitation à participer à cette 8e édition. Et comment est-ce qu'il a fait pour arriver où il est aujourd'hui? C'est tout simplement de la détermination, du travail acharné. C'est pour ça qu'il est où il est. And Martin, I have a second question for you. Sachant, mesdames et messieurs, que vous aurez l'occasion d'entendre un petit peu plus Martin parler jeudi 27 à Mbuji-Mayi, parce qu'il sera là. C'est un enfant du pays, c'est un enfant de ce territoire, donc il viendra rentrer plus en profondeur sur son expérience, un retour d'expérience véritable. So Martin, as we are gathered here today in front of Congolese and African leaders, you know, they were here, some of them are still here in this room. And as a child of the territories, what do you want to say to them in order to better the lives of your young brothers and sisters that are currently in Mbuji-Mayi? Yeah, I know they are waiting for me, and I'm looking forward. It has been long, I was not there, so I'm looking forward. And I say thank you to Makutano for honoring my province, and I'm looking forward to it. And I would like to speak a little bit. I'm not only champion, and me and my brother Junior Makabu, I don't know if more people know him here. We're also working on support our young brothers and sisters here in Congo. And me and my brother Junior Makabu, we decided to have a boxing academy here in Congo. And we have a team security that is naming Junior Ilunga Makabu. Thank you. And the team Makabu security is already, and my brother there is in charge of everything. And thank you so much for inviting me here and for letting me talking about what we're planning for our young and youth future. Ok, Martin voudrait partager avec vous son engagement pour la jeunesse de Mbuji-Mayi et la jeunesse du Congo. Ils ont créé une académie de boxe, voilà, pour former les jeunes, et c'est quelque chose qui est très important pour lui de give back, voilà, à sa communauté. Et puis il est très heureux d'être là et très heureux de pouvoir retourner sur ses terres pour justement encore une fois partager son expérience. Thank you so much, Martin, for being here. Thank you for doing us the honor. We're excited to see you on Thursday. One last word. So he confused me, want me to speak in Chiluba. Kinti jimina boala chijikoko. So toi ça qui dit lo abuni et puis ba bon so bena Mbuji-Mayi ba twindila ni ba Chiluba bimpu Mbuji-Mayi. Kinti jimina te.
Thank you, Chair. Merci beaucoup. On peut applaudir encore bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Martin Bacolé. Merci, merci. What a day, what an event, what a palpable desire to see our continent thrive. We discuss about the importance of the development of inner territories in DRC, on how to create national champions on agriculture and agribusiness, on the future of African oil, on the importance of investing in space industries, and on the role of African banks in the evolution of agribusiness on the continent. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, de nous avoir fait l'honneur de sa présence pour cette 3e année consécutive. Merci à son Excellence, Monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Merci à notre chanteuse lyrique, Juliana Chibola, qui nous a éblouis avec son medley de musique classique et de rumba congolaise. Merci à tous nos membres du gouvernement présents aujourd'hui pour soutenir cette vision. Un grand merci à tous nos intervenants venus d'ici et d'ailleurs, à nos modérateurs. Merci à tous nos sponsors de croire en l'avenir de la RDC. Merci à toutes les équipes mobilisées pour cette journée, pour que cette journée puisse avoir lieu. Et pour terminer, last but not least, thank you to the visionary behind this initiative, Madame Nicole Soulou, que je vous demande d'ovationner encore bien fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. C'était la première journée de la 8e édition du Makutano au cœur de la capitale de la RDC, Kinshasa la Belle. Nous étions plus de 30 nationalités dans cette salle, connectées et via les réseaux sociaux également. Rendez-vous jeudi 27 octobre à Mbuji-Mayi pour la 2e et dernière journée du Makutano saison 8 en présence du chef de l'État. Je m'appelle Sophia Ida, c'était un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi nous. Merci, merci, merci. Nous avons un cocktail bien sûr pour vous, chers invités, donc ne partez pas tout de suite et continuez à réseauter. Merci, à bientôt. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.